Nous avons le plaisir d'accueillir Florent Guillochot, responsable data de Se Loger. Bonne conférence. Merci et bonjour à tous. Je suis ravi d'être là pour ce salon Rennes. J'espère que vous passez un bon salon. Pourquoi et comment exploiter sa data? La data, c'est un mot très à la mode. Toutes les entreprises aujourd'hui déjà communiquent très largement sur ce mot, sur toutes les notions qu'il y a autour. Communiquent même parfois à outrance. Alors c'est pour faire rêver aussi, parce que la data, c'est quelque chose qui éveille plein d'idées, plein d'images pour des candidats, à intégrer une entreprise, ou pour des futurs clients, ou pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire passer deux messages sur ce sujet de la data. Le premier, c'est que, évidemment, ce n'est pas que de la communication. Il y a aussi une vraie réalité derrière la data. Et je vais vous présenter, au travers de quelques exemples très concrets, comment la data peut créer de la valeur, notamment pour des professionnels de l'immobilier. Et puis, un deuxième message qui est que la data, ce n'est pas de la magie. Ça ne répond pas à tous les maux, tous les problèmes. La data va de pair avec l'activité classique, les métiers de l'entreprise, le marketing, le commercial, la communication, etc. etc. Voilà. Donc ces deux messages sont importants et je vais les développer durant cette présentation. Alors pour démarrer et puis pour que les choses soient concrètes, je vous propose de démarrer sur un petit jeu que j'ai appelé fiction ou réalité. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous énoncer 4 propositions d'exploitation de la data, et puis à main levée, je vous propose de vous prononcer pour c'est la réalité ou bien c'est de la fiction. Ça vous va? Première proposition, la data permet d'identifier un vendeur à partir de son comportement sur Internet. Alors, qu'en pensez-vous? Réalité, qui se prononce pour la réalité? Ok, allez, 20%, 30% de la salle. Et donc fiction? Ah oui, ok. Donc il y a de l'abstention. Je ne la prends pas en compte. Donc réalité, majorité relative, oui en effet, c'est la réalité. C'est d'ailleurs une des offres clés de Se Loger pour nos clients, c'est de transmettre des leads vendeurs qu'on identifie à partir de comportements, notamment sur nos sites. Deuxième proposition, si ça veut bien passer. Fiction ou réalité, la data permet de rédiger automatiquement, le mot est important, des annonces, des descriptifs d'annonces à partir de quelques photos. Qu'en pensez-vous? Alors, réalité. Ah, c'est un peu moins tranché. Fiction? Ok. Alors, plutôt fiction, du coup. Alors, la bonne réponse est réalité. La photo, j'en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, contient énormément d'informations. Vous, moi, n'importe quel être humain, on regarde une photo, on en tire plein de choses sur un bien. Aujourd'hui, les algorithmes permettent aux machines, aux ordinateurs, de traduire, d'atteindre un nombre de compétences humaines, notamment la reconnaissance d'objets, de formes, etc. dans une photo. À partir de là, à partir du moment où on a exploité ces informations de la photo, il n'y a qu'un pas vers la rédaction automatique d'un texte qui, finalement, serait le texte d'une annonce. Troisième proposition, la data permet de prédire la date d'un déménagement à partir du comportement de l'internaute sur Internet. Réalité. Ok, bon, c'est facile. Fiction. Ok. Donc réalité, en effet, pas de surprise, même principe que la première proposition. Et la dernière, la data permet de prédire l'évolution des prix du marché de l'immobilier à 3 ans sur Paris. Alors, réalité, plutôt à gauche. Fiction, alors là, c'est très partagé. Ça, c'est encore de la fiction. Alors, la raison, en fait, est très très simple. Les prix de l'immobilier sont sujets à d'énormes facteurs extérieurs, une loi qui sort, un débat,
un événement socio-économique, une station de train qui arrive, etc. Voilà. Ça, ce n'est pas prédictible, en tout cas pas à 3 ans. Donc malheureusement, les prix de l'immobilier ne sont pas encore prédictibles à 3 ans, mais à quelques mois, quelques semaines, bien sûr, beaucoup de choses sont faisables. Voilà, j'espère que ce petit jeu et ces quelques exemples vous ont permis déjà de rendre un peu plus concret les choses. La data, en fait, elle est partout, elle est dans notre quotidien. Et je voulais démarrer en vous montrant 2 exemples finalement de la vie quotidienne qui font que vous, en tant qu'individu, de consommateur, citoyen, en fait, sans presque vous en rendre compte, vous utilisez, vous bénéficiez de la valeur ajoutée de la data. La donnée sert, par exemple, à vous aiguiller, vous réaiguiller en temps réel sur des itinéraires bis ou autres, en fonction de la circulation, en fonction de la position de milliers de gens qui font comme vous, qui ont l'appli ouverte. Et du coup, de vous permettre d'être à l'heure pour le salon ou au boulot. Donc ça, c'est un exemple vraiment très concret d'utilisation de la data. Le second, que vous pratiquez aussi tous, c'est l'autocomplétion quand vous saisissez, quand vous tapez un message sur vos smartphones. Alors l'autocomplétion, ce n'est pas nouveau comme sujet, ça date d'il y a beaucoup d'années. En revanche, les approches qui sont utilisées aujourd'hui se basent sur tout ce que vous et tous les Français et tous les gens utilisateurs de ces smartphones saisissent au quotidien pour analyser les suites de mots et donc vous permettre à vous de prédire le mot qui suit ce que vous êtes en train de taper. Voilà. Tout ça c'est la valeur ajoutée de la data. Donc voilà, vous utilisez tous on utilise la data au quotidien. Ça fait partie, c'est presque un acquis pour le grand public. Et ce qui est important, c'est que finalement, l'entreprise, au sens large, qui produit des services, qui propose des services au grand public, ne peut plus passer à côté de ce mouvement de la donnée. Parce que passer à côté, ça veut dire renoncer à ça, renoncer à proposer à vos clients une expérience personnalisée qui leur fait gagner du temps, etc. etc. Donc l'entreprise ne peut plus passer à côté de l'exploitation de ces données. Je vous disais en intro, la data, c'est pas de la magie. En fait, c'est avant tout un outil qui nous permet tous de gagner en efficacité. Vous l'avez vu au travers des 2 exemples que je viens de montrer. Grâce à l'appli Waze, vous anticipez, vous partez 10 minutes le matin si l'appli vous signale qu'il y a un accident sur le trajet. Vous gagnez du temps sur votre trajet parce que vous empruntez des itinéraires bis au fil du trajet. Et puis vous agissez mieux au bout du compte parce que vous arrivez à l'heure au boulot, voilà, par exemple. Pour l'exemple du SMS, c'est exactement la même chose. Et en fait, pour les entreprises, c'est identique. La data ne révolutionne pas l'ensemble de l'entreprise, mais elle permet aux entreprises de gagner en efficacité au quotidien sur tout un tas d'actions, de métiers. Voilà, anticiper, appeler son client avant un concurrent, gagner du temps en utilisant des algorithmes qui génèrent automatiquement les descriptifs d'annonces au lieu de les taper soi-même, et puis mieux agir au final en conseillant mieux son client de manière générale. Voilà. Donc c'est vraiment un point très important. Ce n'est donc pas de la magie. Autrement dit, la data ne remplace pas une activité commerciale. C'est bien beau d'avoir des leads en avance par rapport à ses concurrents, mais s'il n'y a personne pour les traiter et établir une relation client, ça ne sert à rien. Ça ne remplace pas une relation de confiance entre un professionnel de l'immobilier et un acquéreur ou un vendeur. Et puis, on aura beau sortir tous les simulateurs prédictifs qu'on veut, la visite reste indispensable et la data ne remplace pas l'expérience d'un acquéreur suite à la visite d'un bien. Voilà. Donc ça fait gagner du temps. La data est un outil d'efficacité, mais ce n'est pas de la magie. Et donc, pour illustrer tout ça de manière plus précise, sur la thématique de l'immobilier, je vous propose quelques illustrations concrètes et même, ça va aller au-delà de l'illustration, on va voir ensemble comment construire un certain nombre d'algorithmes, d'outils qui permettent de gagner en efficacité. Alors le premier exemple que je vais détailler,
Il s'adresse à tous les gens ici dont le smartphone ressemble à ça. C'est-à-dire énormément de contacts tous les jours. Bon, les chiffres sont peut-être un petit peu exagérés, mais tous les jours, énormément de contacts par mail, par téléphone. La question, c'est, évidemment, je suis tenté de répondre à tout pour faire avancer mon business. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution ? Il y a beaucoup de contacts qui finalement ne sont pas sérieux ou dont le projet immobilier est très éloigné de ce que vous, en tant que professionnel, vous pouvez proposer à ce client. Et donc, une des questions qui se pose, c'est, avant de décrocher, avant de prendre l'appel, qu'est-ce qu'on peut prédire du contact qui arrive à vous ? Et alors, je vous propose un petit exercice de fiction, d'imagination. Imaginez qu'avant de décrocher, vous saviez un certain nombre de choses sur cet acquéreur. Première chose, imaginez qu'avant de décrocher, vous savez toutes les annonces que cette personne a consultées depuis le début de son projet immobilier, les biens qu'il a visités, ceux qu'il a aimés, ceux qu'il n'a pas aimés. D'accord ? Donc on est vraiment sur une connaissance très fine de tout ça. Et puis, imaginez que vous connaissez un deuxième élément, c'est pour toutes ces annonces qu'on vient de voir, c'est l'ensemble de leurs caractéristiques. Alors, je m'attarde un peu plus sur cette notion. Quand on pense aux caractéristiques, bien sûr, on a en tête le prix, la surface, tout ce qui vient, les caractéristiques classiques qu'on connaît tous. Mais un bien, ça ne se limite pas à ça. Ce qui fait l'unicité d'un bien, ce qui fait finalement la spécificité du projet immobilier de quelqu'un, c'est parfois des choses très spécifiques comme je veux une cuisine rouge ou je veux impérativement une salle de bain avec une fenêtre. Ou bien une porte blindée ou toute autre sorte de choses. Et ça aussi, c'est des critères en fait. Imaginez donc que vous connaissez tous les critères du bien, y compris toutes ces caractéristiques très très spécifiques. Alors, on parle de data, donc je fais une petite pause dans mon illustration pour parler de chiffres. La data, c'est les chiffres, voilà mon slide. Alors, on a parlé des biens et puis on a parlé de leurs caractéristiques. Donc, vous avez ici une matrice. Ce n'est pas la dernière de cette présentation. Cette matrice, donc, vous retrouvez les annonces et les biens que la personne a vus. Disons que voilà, c'est un acquéreur moyen dans une zone relativement tendue et qu'il a vu une centaine de biens. Et puis, vous avez les caractéristiques de ces biens. Les caractéristiques génériques et puis toutes les caractéristiques très spécifiques. Alors, il peut y en avoir beaucoup. Disons, prenons l'ordre de grandeur, on va prendre en compte 1000 caractéristiques sur ces annonces. C'est un chiffre que je n'ai pas pris au hasard, parce que chez Se Loger, bien sûr, on travaille sur ces sujets, et il est vraiment monnaie courante qu'on travaille avec des caractéristiques d'annonces de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'éléments pour caractériser au mieux les projets immobiliers de nos propres utilisateurs et les annonces. Donc, combien de données vous avez ? Vous avez, dans cet exemple, 100 000 données. On appelle ça des variables en data. Et donc, c'est ces 100 000 données qui vont vous permettre de mieux connaître, de connaître précisément, finalement, le projet de la personne que vous n'avez pas encore eu au téléphone. Alors, je reviens à mon exemple. Imaginez que, donc, ces 100 000 données, vous ayez la capacité de les analyser et d'en tirer les caractéristiques qui comptent le plus pour cet acquéreur. Par exemple, vous remarquerez peut-être que dans cette matrice, eh bien, beaucoup d'annonces ont un prix entre 320 et 340 000 euros. Que beaucoup d'annonces ont 2 ou 3 chambres. Que beaucoup d'annonces ont une salle de bain avec une fenêtre. Et puis que certaines autres ont des meubles cuisine rouges, mais par contre, que quand la cuisine est rouge, il n'y a pas de fenêtre dans la salle de bain. Vous voyez, on peut croiser beaucoup de choses. Imaginez donc que vous êtes capable d'analyser tout ça. Vous connaissez donc précisément le projet immobilier de cet acquéreur. Et donc, vous êtes capable de croiser ce projet immobilier avec l'ensemble des annonces de votre portefeuille et donc de déterminer précisément si une, deux ou aucune des annonces que vous avez aujourd'hui en stock répond à ce projet. Et finalement, vous savez si ça vaut le coup ou pas de décrocher pour cet acquéreur.
Dans cet exemple, on a utilisé beaucoup de données, deux grands types de données. Des données sur l'acquéreur, donc des données comportementales, et puis des données sur les biens, les annonces avec lesquels il a été en interaction. En fait, ces deux éléments, c'est deux ingrédients, deux des quatre ingrédients, pour être précis, qui rendent ce scénario possible dans la réalité. Les deux autres ingrédients, c'est de l'informatique, des technologies big data, on parle de beaucoup de données, qui vont nous servir à collecter et à stocker tout ça, et puis des algorithmes, c'est-à-dire des méthodes mathématiques, des programmes informatiques qui vont nous servir à traiter ces données et à déterminer si ça vaut le coup ou pas de décrocher le téléphone au bout du compte. Donc je vais faire un zoom sur ces quatre ingrédients qui sont vraiment au cœur de toutes les approches data. Premier ingrédient, les données de comportement. Alors, le digital, au sens très large, le web, Internet, les applications mobiles, les emails, tout ce que vous utilisez, c'est une source assez abondante de données. Je ne vous apprends rien en vous disant que tout est traqué sur Internet, sur les applis que vous utilisez. C'est-à-dire que les entreprises récupèrent finalement tous vos comportements au fil de vos navigations. Ces données, finalement, le volume est énorme et la valeur est de manière assez opposée. Une donnée précise, prise dans ce gros volume, a peu de valeur finalement. Donc tout l'enjeu sur ces données de comportement, c'est pas de savoir si cet acquéreur a vu telle annonce, mais c'est de savoir sur une période très longue combien d'annonces il a vues pour pouvoir en tirer quelque chose, combien d'annonces il a vues et combien l'ensemble de l'audience de votre site, de votre appli, a vu d'annonces. Voilà. C'est le volume qui fait la valeur de ces données. On les complète souvent par des données qu'on appelle déclaratives. Donc c'est tout ce qui n'est pas traqué, c'est-à-dire ce que vous saisissez intentionnellement sur des sites, des applications, vous vous loguez, vous donnez un email, vous rentrez des critères, etc. Donc tout ça vient compléter les données traquées. Les deux ensemble sont indispensables. Beaucoup moins de volume en données traquées, mais plus de profondeur d'information. Donc une donnée traquée, déclarée, a plus de valeur en soi qu'une information traquée. Mais les données déclarées seules ne suffisent pas puisque la densité n'est pas suffisante, notamment dans notre exemple précédent, pour reconstituer de manière globale le projet immobilier d'un acquéreur. Dernier point important sur ce sujet des données, c'est celles qui ont le plus de valeur parce que c'est les vôtres. Vous seuls, qui avez un site, une appli, qui envoyez des emails, vous seuls connaissez votre audience, connaissez votre trafic. Personne d'autre. Vous traquez vos propres utilisateurs, visiteurs. Et cette donnée ne s'achète pas. Alors, en fait, si, mais c'est à vos risques et périls, parce que la qualité est vraiment rarement au rendez-vous quand on achète en masse ce type de données comportementales. Voilà. Donc c'est la valeur d'une entreprise, une valeur importante d'une entreprise de stocker, de collecter toutes ces données comportementales pour les exploiter ensuite. Et le deuxième type de données, donc, c'est les données sur les annonces, les biens immobiliers. Alors on a parlé donc des caractéristiques classiques, disons, et puis j'ai évoqué des caractéristiques très précises, très spécifiques. Ces caractéristiques, généralement, elles sont saisies nulle part, on ne les connaît pas. Donc il faut les créer, il faut les extraire. Et aujourd'hui, les algorithmes permettent d'extraire de la connaissance de beaucoup de types d'informations, beaucoup de types de données non structurées. Le texte, par exemple. Un descriptif d'annonce, c'est des mots. Les mots ont un sens quand vous, moi, un humain les lit dans l'ordre. Aujourd'hui, une machine sait lire un texte, comprendre le sens des mots et en extraire des caractéristiques. Comprendre le sens des mots, ça veut dire faire la distinction entre cuisine américaine possible et cuisine américaine. Le possible change tout.
les algorithmes arrivent à capter cette spécificité au langage naturel, finalement. Donc, à partir du texte, on peut créer des caractéristiques. Les photos, c'est des données. Une image, c'est une matrice de pixels. En fait, c'est 3 matrices, il y a différentes couches de couleurs. Et chaque pixel, c'est une valeur, c'est un chiffre qui mesure l'intensité de la couleur à cet endroit. Donc, même remarque, l'humain sait détecter une bibliothèque, une porte, une fenêtre, un balcon, tout ce qu'on veut. La machine sait, en utilisant exclusivement la suite des pixels d'une image, sait déterminer, sait reconnaître une bibliothèque, un lit, une chambre, etc. Voilà. Donc finalement, à partir de photos, on peut extraire énormément de caractéristiques. Elles ont énormément de valeur parce que c'est celles-ci qui font la spécificité d'un bien. On voit sur une photo tout de suite qu'un bien est à neuf ou à retaper. On voit automatiquement sur une photo très bien, évidemment, la couleur de la cuisine, mais aussi s'il est lumineux, si le bien est agréable. C'est une notion assez subjective, mais en tant qu'humain, on sait le voir. Une machine sait à partir d'un certain nombre un certain temps d'entraînement, on parlera d'entraînement dans un instant, c'est détecter ce type de concept. Dernier élément, pour caractériser un bien, c'est les comportements les comportements digitaux des acquéreurs eux-mêmes. Je m'explique. Quand un groupe de personnes, si vous détectez qu'un groupe de personnes consulte, ou a consulté, ou a vu, ou a visité les mêmes biens, mais il y a quand même de fortes chances pour que ces biens aient un certain nombre de caractéristiques communes. Si vous faites ce travail sur un grand nombre de groupes de personnes, vous arrivez à recouper les annonces ou les biens et à en déduire que cette caractéristique est partagée par ces 3 biens, et puis telle autre est partagée par ces 4 autres biens. Alors ça ne vous donne pas, ce qui est assez perturbant dans cette approche, c'est que ça ne vous donne pas le type de caractéristique du bien, mais ça vous dit que ces biens ont un élément en commun. Et cette information, on peut l'exploiter pour créer des variables qui caractérisent notre annonce. Donc on a parlé de données. Maintenant, il faut bien les stocker, ces données. Il y en a vraiment beaucoup. Pour stocker et pour traiter ces données, la réponse, c'est les infrastructures Big Data. On est passé... le Big Data, en fait, consiste en une chose assez simple, c'est de passer d'une logique où j'achète une grosse machine avec une grosse capacité de stockage, de calcul et de mémoire, à j'achète N petites machines, mais je les fais travailler ensemble et je m'en sers comme finalement une machine beaucoup plus grosse que celle que j'aurais achetée. Donc ça s'appelle du cluster computing. Ça sert à distribuer le stockage, mais milliers, millions de biens d'internautes sont chacun stockés sur une machine différente et au global, je peux y accéder beaucoup plus vite. Donc je peux traiter toutes ces données de manière beaucoup plus simple. Calcul distribué, un algorithme, un programme, au lieu de l'exécuter sur une machine, on le découpe en petits morceaux et on l'exécute sur les différentes machines du cluster. Et puis, le temps réel, avoir beaucoup de machines, ça permet de capter ces données presque en temps réel, de manière continue, et de pouvoir être hyper réactif dans le traitement des données. Alors en dessous, vous avez quelques logos, quelques technos. En l'occurrence, c'est celles qu'on utilise chez SeLoger sur nos clusters de machines. Vous avez peut-être entendu parler d'Hadoop, c'est un mot qui a été à la mode, ça l'est un peu moins, mais en tout cas, Hadoop, c'est un peu la couche de base pour stocker de manière distribuée des données. Et puis derrière, différentes technos pour calculer sur ce cluster de manière distribuée, Elasticsearch, Spark et Kafka, c'est un outil qui permet de gérer des flux de données en temps réel de manière très massive. Voilà. Donc quelques illustrations là-dessus. Pour information, pour vous donner un ordre de grandeur, chez SeLoger, les données disons de comportement, c'est aux alentours c'est plus de 4 téraoctets par mois. Alors c'est à la fois peu et énorme. 4 Tera aujourd'hui, ça tient sur un petit disque dur. C'est énorme parce que il faut imaginer que ces 4 Tera, il faut les brasser tous les jours
pour en sortir de l'intelligence. Et puis, en plus, une journée de données ou un mois de données n'a pas vraiment de valeur. L'idée, c'est l'historique. Et donc, on arrive sur des volumes nettement plus gros. Et dernier ingrédient, les algorithmes. Alors, les algorithmes, c'est assez bête. C'est finalement des programmes informatiques qui traitent des données en entrée et puis en font une sortie. Par exemple, qui vous disent oui, ça vaut le coup de décrocher le téléphone ou non, il vaut mieux pas. Les algorithmes, il y a deux approches pour les produire et pour les exploiter. L'approche classique, qui existe depuis très longtemps et qui a encore de beaux jours devant elle, c'est que finalement, je le conçois moi-même cet algorithme. C'est moi, data scientist, programmeur, j'ai des données, je définis un ensemble de règles qui vont permettre de dire que, pour reprendre l'exemple précédent, que tel bien a plutôt des chances de plaire à tel utilisateur. Et puis, ce résultat, je le sors et je l'exploite derrière. Cette approche classique, elle marche bien tant que le volume de données n'est pas trop important. Quand le volume devient important, finalement, on arrive à tellement de cas particuliers qu'il n'existe plus de règles simples programmables par un humain pour finalement gérer tous ces cas particuliers et dans tous les cas sortir une prédiction cohérente. Et donc dans ces cas-là, on bascule sur une autre approche qui s'appelle le machine learning ou l'apprentissage automatique qui renverse complètement la logique. C'est-à-dire qu'au lieu de programmer moi-même cet algorithme, je laisse le soin à la machine de le faire pour moi. Donc la machine, finalement, je lui dis voilà mes données, je lui dis voilà ce que je sais que je veux prédire. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est que sur un ensemble de données où on a la bonne réponse en main, on la connaît, on sait que le bien a intéressé telle personne parce qu'elle l'a visité ou même elle l'a acheté. On donne ces éléments et la machine apprend à reconnaître ce pattern pour des données nouvelles qu'il n'a pas vues auparavant. Ça, c'est une approche qui résout beaucoup de problèmes de volume, puisqu'en fait, on apprend à la machine à généraliser ce qu'elle voit sur un ensemble de données à un ensemble plus grand. Voilà. Donc tous les cas particuliers que j'évoquais tout à l'heure qui deviennent très très nombreux quand on se parle de big data sont vraiment réduits dans ce cas-là. Et du coup, ça permet d'avoir des algorithmes beaucoup plus stables dans le temps et qui produisent des résultats beaucoup plus performants. Voilà, donc le machine learning, derrière, c'est énormément de choses, de techniques, d'algorithmes, de types de modèles. J'en cite quelques-uns ici. Ce qui est important, c'est qu'il y a globalement deux grands mondes. Vous avez sûrement entendu parler dans les médias depuis pas mal de mois et d'années maintenant d'intelligence artificielle. Cette fameuse capacité de reconnaître un objet sur une image ou de reconnaître des mots dans un texte. Tout ça, ça fait partie, ces algorithmes qui permettent ça font partie de la catégorie du deep learning, c'est-à-dire des réseaux de neurones qui sont finalement une certaine manière de faire apprendre un ordinateur qui se rapproche, qui permet plutôt de prendre en compte des notions spatiales, par exemple sur une image. La position des pixels a une importance, bien sûr, pour détecter une bibliothèque ou un lit. Donc il y a une notion spatiale et les réseaux de neurones, certains types de réseaux de neurones captent cette logique spatiale. Et puis ça marche bien aussi dans une logique temporelle. Et là, du coup, la reconnaissance de texte, on est plutôt sur du temporel, c'est des mots les uns à la suite des autres. Et donc certains types de réseaux de neurones arrivent à capter cette temporalité et donc à interpréter les textes de manière performante. Voilà. Pour tout le reste des applications, on peut utiliser du deep learning, mais il y a aussi beaucoup de modèles et de types d'algorithmes qui viennent du monde de la statistique et qui ne sont pas récents, ça a des dizaines d'années, et qui tournent aujourd'hui sur des gros volumes de données, grâce à la puissance de calcul des ordinateurs. Voilà, un petit peu, on a ouvert un peu le capot. Voilà les 4 ingrédients qui nous ont permis de rendre réalité le premier exemple que je vous ai cité. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre un deuxième exemple. Vous allez voir qu'en fait, on va se baser sur les mêmes données, on va quasiment utiliser la même technique, mais au lieu de gagner du temps, comme dans le premier exemple, ça va permettre aux professionnels de l'immobilier de mieux conseiller son client. On va parler de simulateurs
et on va parler de potentiel, de prix d'un bien immobilier. Alors je reprends donc mon précédent exemple, rappelez-vous, on a pris un acquéreur potentiel. Cet acquéreur, on a extrait son projet immobilier de tout son comportement digital sur un ensemble de biens, d'annonces. Et puis, ce projet immobilier qu'on a extrait, finalement, on l'a matché avec des annonces en portefeuille pour se dire ça convient, ça ne convient pas. Pourquoi cette approche, on ne pourrait pas l'appliquer non plus à un acquéreur, mais à tous les acquéreurs, tous vos acquéreurs que vous avez vus récemment ou pas, pour déterminer si chacun d'entre eux apprécierait ou pas telle annonce. Donc c'est la deuxième matrice de la présentation et la dernière. Sur cette matrice, vous avez donc les biens immobiliers et vous avez les acquéreurs. Le premier ou la première, c'est l'acquéreur de notre premier exemple qui aime bien le premier bien là, qui a l'air d'être un appart haussmannien à Paris. Et puis les autres, ça décroît assez vite. On applique cette logique pour tous les acquéreurs. Je voudrais juste parler de chiffres à ce stade également, parce que là on se parle de matrice et donc vous allez voir qu'on rentre encore plus dans le big data. Pour vous donner une illustration, chez Se Loger, disons pour simplifier, on a 1 million d'annonces. Donc j'ai 1 million de lignes ici. Et on a 10 millions, pour simplifier également, de visiteurs uniques par mois. Donc j'ai 10 millions de colonnes dans cette matrice. Donc, si vous faites le produit, vous avez 10 000 milliards de variables dans cette matrice. Alors 10 000 milliards, c'est un peu abstrait comme ça. Si on voulait les stocker, si une variable nécessitait, disons, 1 octet pour les informaticiens de la salle, 1 octet pour les stocker, il faudrait 10 téraoctets. Alors, encore une fois, c'est beaucoup ou pas beaucoup à la fois, ça rentre sur un disque dur, mais par contre, générer cette matrice 20 fois par jour et pendant 3 ans, c'est plus possible à stocker. Voilà, donc bien sûr, on ne la stocke pas de cette manière, il y a des manières optimisées, mais voilà, ça donne un ordre d'idée du volume. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le big data, on ne l'était pas encore dans le premier exemple que je vous ai donné. Donc, cette matrice, je vous propose de la lire non plus en colonne, mais en ligne. Donc on va prendre un bien, et finalement, qu'est-ce qu'on apprend sur cette matrice? Eh bien, on apprend combien d'acquéreurs potentiels apprécient ce bien. Finalement, si on applique cette logique à chaque bien, qu'est-ce qu'on a? On a un outil prédictif du potentiel marché de chaque bien immobilier. Je sais dire à l'avance, avant même que le bien ait été sur le marché, ou même sous forme d'annonce, combien de personnes je vais pouvoir intéresser sur une zone géographique donnée là-dessus. On peut faire encore mieux. Là, vous vous posez peut-être la question, le bien au centre, là, qui n'a que 22 acquéreurs, comment je peux faire pour maximiser son potentiel marché, augmenter l'audience qu'il peut intéresser? Ben, pour améliorer l'attractivité d'un bien, une des ficelles assez simple, c'est de baisser son prix. Bon, c'est pas toujours simple, mais de convaincre de baisser un prix. La question finalement, c'est de combien je dois baisser mon prix pour atteindre un volume d'acquéreurs que moi je juge en tant que professionnel de l'immobilier suffisant pour écouler ce bien rapidement. Eh bien, avec la même logique, avec ces mêmes données, on peut simuler la variation de prix et se dire que si je fais perdre plutôt 5 000 € à ce bien, ben je gagne 12% d'acquéreurs potentiels. Donc on a un outil prédictif du potentiel marché de chaque bien en fonction donc du prix. C'est pas tout, on peut aller encore plus loin. Le potentiel marché, finalement, c'est une notion assez proche du temps qu'il va me falloir pour écouler ce bien. Et donc, connaissant un potentiel marché et sachant comment ce potentiel marché évolue en fonction du prix, c'est assez simple derrière d'en tirer une prédiction du délai de vente de ce bien en fonction du prix. Voilà. Donc sur des données
sur les mêmes données que notre premier exemple, en regardant uniquement le comportement digital d'un internaute, d'un acquéreur, et les biens, on peut prédire en combien de jours ou de semaines vous allez vendre tel ou tel bien si vous augmentez son prix, vous le réduisez, en fonction de ce que souhaite le vendeur, le propriétaire du bien. J'espère que donc, ces exemples sont clairs et permettent de concrétiser ce que peut apporter la data. Vous voyez, c'est quelque chose de très pragmatique, c'est-à-dire que la data permet d'optimiser, sans même qu'on en ait conscience finalement, tout un tas d'actions du quotidien, en tant que consommateur et puis en tant que professionnel, décrocher ou non son téléphone, donner une estimation un peu plus précise d'un bien à un client, mieux conseiller. Prise individuellement, ces gains de temps sont très petits finalement, mais la data, sur la durée, avec du volume, permet d'être plus efficace et permet de gagner du temps. Voilà. Donc c'est un outil du quotidien pour faire mieux, plus efficacement ce qu'on fait déjà finalement. Brasser autant de volume de données, ce n'est pas anodin. Beaucoup de questions se posent. Notamment vis-à-vis des données personnelles, et puis même plus généralement de l'éthique. On ne fait pas n'importe quoi avec la donnée. La capacité prédictive, vous l'avez vu, peut aller assez loin. Et donc, je voulais parler quelques minutes du cadre légal et contractuel, disons, qui encadre l'usage des données. Alors, il y a des données très sensibles. Les plus sensibles de toutes, c'est les données personnelles. On le comprend tous. Les données personnelles, c'est bien sûr vos noms, prénoms, adresses, etc. Mais c'est aussi votre comportement. Le comportement, les cookies qui sont déposés sur vos ordinateurs, sur vos smartphones, sont des données personnelles. Là-dessus, il y a une réglementation très stricte qui impose de définir précisément la finalité de l'usage des données personnelles et surtout la sécurité de l'accès et l'anonymisation. On ne peut pas tout stocker n'importe quoi et n'importe comment. On ne peut pas. Il y a un droit à l'oubli. Une personne, quelle qu'elle soit, a le droit de dire « Ok, mes données que vous avez collectées, eh bien, je veux que vous vous en sépariez parce que c'est mon droit de ne plus être traqué sur tel ou tel site ou de manière générale. » Voilà. Donc, droit à l'oubli, ça veut dire que pour les entreprises, quand une personne vous dit « Je veux être oublié », il faut que vous soyez capable d'effacer ces données. Donc, ça a des implications potentiellement assez lourdes sur les aspects informatiques que j'évoquais tout à l'heure, et puis de manière générale sur le business d'une entreprise. Et puis il y a une autre notion qui est importante, c'est la finalité des traitements. La loi veut que, la loi française et européenne bientôt, impose que quiconque soit informé des traitements qui sont faits à partir de ces données personnelles. Donc c'est les fameuses mentions légales que vous voyez partout. La réglementation évolue sans arrêt et devient de plus en plus stricte. En mai prochain, une nouvelle loi européenne, la GDPR, arrive et va également, au-delà de l'information, imposer un consentement volontaire de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus vous dire vous ne m'aviez pas dit non, donc je garde vos cookies ou vos données. Il faudra que vous ayez dit oui, je souhaite que telle entreprise, tel site, telle appli conserve mes données pour que l'entreprise puisse les exploiter derrière. Donc ça, c'est pour les données personnelles. C'est qu'une petite partie des données, mais c'est celle sur laquelle, évidemment, c'est compréhensible et c'est même souhaitable, où la législation et les restrictions sont vraiment importantes. Et puis, sur tout le reste, toutes les données, on parlait des données des biens immobiliers, par exemple. Évidemment que ces données sont aussi sensibles d'un point de vue business déjà. Et là, on n'est plus vraiment dans le cadre de la législation sur les données personnelles, mais plutôt dans le cadre contractuel qu'unit une entreprise et son fournisseur de données. Et dans les contrats, il est recommandé, voire même indispensable, de convenir ensemble
du volume et du type de données qui seront échangées entre les deux parties et puis de la manière dont elles seront traitées. Voilà. Donc ça, c'est des sujets qui sont pris évidemment très au sérieux chez SeLoger, tant sur les données personnelles et tant sur les données personnelles et sur les données annonces vis-à-vis de nos clients où voilà, les données annonces bien sûr restent la propriété de nos clients et on ne va pas diffuser une annonce sur laquelle on n'a pas d'autorisation, on ne va pas la transmettre à un concurrent. En revanche, on en fait une exploitation bien sûr anonyme pour permettre à nos clients de gagner en performance, d'être plus efficaces et de mieux conseiller leurs propres clients qui sont acquéreurs ou vendeurs de biens. Alors, ouais, bien sûr. C'est une bonne question. Aujourd'hui, toutes les activités de SeLoger autour de la donnée sont conformes à la réglementation actuelle, qui reste valable déjà dans le temps. Donc, quand on vend une donnée, que ce soit une donnée utilisateur, que ce soit un comportement, quand on la vend, quand on la transmet, le client, l'utilisateur est informé, le client ou l'utilisateur a accepté les conditions générales qui mentionnent que pour telle ou telle finalité, SeLoger exploite ces données. Donc ça, en fait, ça n'a pas vocation à changer. Donc ça sera toujours vrai et SeLoger a déjà mis depuis pas mal d'années en fait, voilà, en place tout ça. La réglementation, c'est la CNIL aujourd'hui qui édicte ça et c'est pas nouveau. Sur la suite, en fait, le principal changement, alors sur les données personnelles, je parle, qui arrive en mai. En fait, non, il y en a deux principaux changements. Le premier, il est de nature technique, c'est la sécurité des données, c'est le fait de pouvoir retracer d'où vient une donnée en cas de fuite, par exemple de piratage, enfin tout peut arriver, mais voilà, de pouvoir retracer, d'informer, de gérer tout ça, de contenir ces fuites potentielles, de sécuriser l'accès en interne aussi dans les entreprises correctement. Donc ça, c'est des projets informatiques qui sont en cours dans toutes les entreprises en France aujourd'hui pour être prêts le jour J. Et puis le deuxième gros changement en fait, sur les données personnelles, c'est le consentement obligatoire en lieu et place d'un consentement tacite aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous arrivez sur un site, vous acceptez par défaut que vos cookies soient déposés. Il y a le petit bandeau en bas ou en haut qui s'affiche et vous vous dites non si vous ne le souhaitez pas. Et ça, en fait, finalement, la réponse ressemble. En mai, seront en place sur toutes les plateformes digitales de SeLoger ce consentement explicite. Il y a plein de manières d'un utilisateur de donner son consentement. Par exemple, vous créez un compte sur SeLoger, vous vous abonnez, ou un service, etc. Ça, c'est des actions engageantes de l'utilisateur qui combinées aux bonnes mentions juridiques, disons, font office, enfin valent pour un consentement. Donc tout ça va évoluer dans les mois qui viennent pour que tous les produits soient conformes à cette nouvelle exigence qui va arriver en mai. Je résume ce qu'on s'est dit en guise de conclusion. Donc, la data est déjà incontournable dans notre vie quotidienne, à tous en tant qu'individus, que consommateurs. Et pour une entreprise, finalement, manquer le tournant de la data, c'est retirer à ses propres clients toute la facilité qu'ils ont aujourd'hui avec leur smartphone, avec les expériences personnalisées qu'ils ont avec toutes les marques avec lesquelles ils interagissent. C'est refuser ça à ses propres clients et donc c'est un risque important de perte de clients ou de perte de valeur pour une entreprise. La data est un standard aujourd'hui. Ce n'est pas de la magie. C'est avant tout un moyen de gagner du temps sur lequel c'est important d'investir, mais ça ne fait rien de magique et ça ne remplace pas
des pans entiers, des métiers entiers dans les entreprises. Et puis, dernier élément, en data, l'union fait la force. J'ai parlé beaucoup de volume de données, j'ai parlé beaucoup d'investissement informatique. Tout ça, c'est des moyens qu'il faut pouvoir investir. Et puis, même si on investit ces moyens, une donnée seule n'a pas de valeur. Donc, en tant qu'entreprise, le prérequis, c'est d'abord d'être en capacité de capter un suffisant volume de données, notamment les données comportementales, pour pouvoir atteindre une masse critique et en tirer de la valeur. Voilà. Donc l'union fait la force. Si j'avais une recommandation, c'est ne vous lancez pas tout seul dans ce type d'exploitation de la donnée. Unissez-vous ou faites appel à des gens qui ont une masse critique importante de données. Parce que le jour vaut la chandelle d'abord, et puis c'est ce type de projet qui... c'est bête, c'est toujours bête d'investir beaucoup et de se rendre compte qu'en fait on n'en tire rien dans une entreprise. Voilà. J'ai terminé, je vous remercie pour votre attention. Je suis bien sûr ouvert aux questions. Je crois que la salle doit être libérée rapidement. Donc je vous invite, pour tous ceux qui ont des questions, à me rejoindre juste dehors et j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup.